bienvenue dans le débrief sur Médian TV Afrique. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Bon, aujourd'hui, nous allons parler de l'environnement. En Afrique de l'Ouest, la criminalité environnementale dégrade les écosystèmes et la forêt. Les conséquences sont nombreuses dans un contexte où les impacts négatifs du changement climatique se font de plus en plus visibles. Bon, si l'on prend l'exemple du Sénégal, on assiste ces derniers temps non seulement à l'abattage et à la récolte illicite des bois, mais aussi au littoral qui fait face à un péril écologique, entre autres. Bon, vous l'avez compris, hein, comme je vous l'ai dit à l'entame de mes propos, nous parlons aujourd'hui environnement et je vais laisser aujourd'hui à mes invités le soin de se présenter eux-mêmes. À ma droite, d'abord. Je suis Antoine Faye, je suis membre du Comité national changement climatique du Sénégal, membre de son bureau exécutif, mais je voudrais dire aussi que je suis ici dans mon rôle de consultant et je suis bien content que Médian m'ait invité et je parle à mon nom personnel. Voilà. Et à ma gauche? Mon nom est Mokhtar Ba, je suis le président de la plateforme pour l'environnement, la réappropriation du littoral. Réappropriation que nous avons pris de la loi espagnole, qui est une loi de réappropriation nationale, tellement tout le monde est dans une dynamique de réappropriation. Alors, la PERL, Plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral, est née de la riposte citoyenne contre la construction de l'ambassade de Turquie sur la corniche ouest que tous les Dakarois ont pu voir. 12 000 signatures en 3 jours, un certain nombre d'associations qui ont créé cette plateforme pour se défendre, pour faire des propositions. La PERL, d'ailleurs, s'est définie comme étant une force de proposition. Voilà, comme l'a déjà bien introduit M. Mokhtar Ba, nous allons commencer avec le littoral. D'abord, par l'actualité, récemment, plus de 2 hectares de forêt de filao ont été abattus à Kayar, sur le littoral. Bon, avec tout cela, quel regard portez-vous déjà sur cette situation-là? Moi, je pense personnellement, et d'après, comme vous l'avez dit, c'est une actualité assez brûlante. Je pense qu'il y a ici un concours de circonstances et des intérêts particuliers qui s'entrechoquent. Il ne faut pas oublier que Kayar n'est pas tellement loin de Dakar et que l'urbanisation frénétique de cette presqu'île pousse peut-être la population à trouver où se loger, à trouver où construire. Et cela peut déboucher à cette... disons, à cette occupation de lieux où on pensait qu'ils étaient des lieux assez classifiés, qu'on ne pouvait pas se permettre d'abattre comme ça des filaos. Et ce qui est choquant, c'est que ça s'est fait en une nuit, les gens se sont réveillés et personne ne savait qui a fait ça. Bon, déjà, on se lève une seule nuit, on voit des personnes qui abattent autant de filaos. La question qui se pose, c'est de savoir qui a fait ça et à qui profitent ces actes. Je ne m'avancerai pas pour désigner qui a fait ça. Ce que je peux dire, c'est que quand on vote des lois, quand on met une réglementation en place, il faut se donner la logistique de pouvoir l'appliquer. Et si cette logistique n'existe pas, évidemment, les riverains vont faire tout pour bénéficier de cette manne. Parce que tout le monde sait que le bois de chauffe ou bien le bois de construction est très demandé actuellement. Et s'il y a une possibilité de générer du revenu en coupant ces filaos, il y a des gens qui n'hésiteraient pas 2 fois à le faire. Déjà, Mokhtar Ba, quel regard portez-vous sur cette situation-là? Déjà, d'où la création de votre association. Le littoral plutôt suscite plein de polémiques ici au Sénégal de par vos engagements. Oui, mais rebondissant sur ce qu'Antoine dit déjà tout de suite, moi je suis malheureux de cette situation-là, puisque à titre personnel, je l'ai dit hors antenne, je suis expert comptable, auditeur, j'étais dans un cabinet international, j'étais tout jeune assistant lorsque, envoyé sur le terrain, j'étais chargé d'auditer justement ces projets qu'on appelait fixation des dunes, réfection des bâtiments scolaires, commercialisation de la pêche, etc., qui étaient de petits projets que le Canada, l'ACDI, finançait et nous étions chargés de les auditer pour que ça. Et voilà que ces filaos et autres, une fois que c'est devenu mature, au Sénégal, voilà, on se retrouve en train
de les enlever. Deuxième expérience, vous êtes dans les politiques publiques, Antoine est dans les politiques publiques, j'ai fait partie de certaines missions de la Banque mondiale qu'on appelait, on devait débusquer les déficits de capacité institutionnelle, justement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle est la responsabilité d'un État dans une situation comme celle-là? Un État est censé constater, diagnostiquer, avoir des plans d'action pour la résolution des problèmes qui sont là. Nous, la première proposition que nous avons faite à l'État, je reviendrai sur notre relation État et la perle même, c'était, étant une force de proposition, la première des choses, c'est leur dire, nous sommes partout. Même une maison en face d'un littoral ou d'une baie, ça nous suffit pour vous dire qu'est-ce qui s'y passe. Vous n'avez pas suffisamment de moyens pour faire face, nous allons faire ça pour vous gratuitement. Demandez-le, si vous ne le demandez pas, on vous le remontera. Et donc ça existe. Et puis, voilà, moi je considère qu'il y a un déficit de capacité institutionnelle. Je ne dis pas que l'État est incompétent, je n'en suis pas là. C'est un déficit de capacité institutionnelle, c'est technique. Quand on a en face quelque chose où la vie des gens est là-dedans, parce qu'aujourd'hui, l'environnement et la santé, on n'est plus là à discuter le lien, etc. Mais alors, on doit prendre vraiment toutes ses forces et on ne peut pas avoir de déficit là-dessus, pour moi, aussi criant en tout cas. Moi, je pense qu'il faut dépassionner. Oui, il y a un déficit institutionnel, mais le problème pour moi ici est beaucoup plus un problème de sensibilisation, parce que ces gens-là qui ont coupé ces fils à eau, il y a une population autour. Si cette population s'était appropriée le bienfait de ces projets dès le départ, je pense qu'elle aurait pu réagir du tac au tac sur ce qui va et ce qui ne va pas. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que, comme vous dites, on formule des projets, on les conçoit, on les exécute à un niveau où les populations riveraines et ceux qui devraient en bénéficier ne sont pas bien sensibilisés sur les tenants et les aboutissements de ces projets. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que quelquefois, quand le bailleur se retire, ou bien quand les organismes qui mettent en œuvre ce projet se retirent, il y a un vide. Et les gens qui vont faire, disons, qui vont agresser l'environnement, profitent de ce vide pour pouvoir faire effet de leur malintention. Mais sur ce point-là, excusez-moi, les populations doivent s'engager parce que cela est directement lié à leur environnement et voilà, ça a un impact sur leur vie. Dans le déficit de capacité institutionnelle, bien sûr qu'il y a la formation, bien sûr qu'il y a la sensibilisation, mais tout ça, ça en fait partie. Sinon, on sera là pour constater et on constatera. C'est que la situation, elle est grave. Je ne sais pas si vous avez été attentif au dernier rapport dans ce domaine-là de la Banque mondiale qui a été présenté début juillet à Dar es Salaam, qui disait ceci, et qui parlait d'écologisation des villes africaines, en disant que la plupart des villes, il ne sera plus possible d'y vivre d'ici quelque temps. Tout le monde est prisonnier d'un engrenage pollueur qui est là et qui continue sans qu'on ne voit fondamentalement la fin. Alors, et évidemment, ils le relient à leur métier de financer, basé sur de l'économie et tout ça. On ne va pas financer de l'irrémédiable. Donc aujourd'hui, il faut bien que les gens voient leur situation. On parle de croissance économique, 6%, 7%, mais bon Dieu, l'objectif d'une croissance, c'est quand même qu'on vive bien. Si vous avez un littoral qui vous permet d'aller au moins avec votre chapelet, ou bien vous êtes chômeur, c'est un exutoire pour vous, a fortiori ce que ça peut nous apporter en tourisme, il y a une incidence directe sur la croissance économique. Donc il y a des choses, il ne faut pas rigoler avec. On parlait tout à l'heure du ministère de l'Environnement hors antenne, 31e place dans l'attelage gouvernemental. Au moment où on est en train de dire, mais il ne faut plus qu'il y ait des partis écologiques, tout le monde, tellement l'écologie est chez tout le monde. Il ne faut pas le laisser en monopole à quelqu'un. Aujourd'hui, tous les partis, d'ailleurs vous avez vu en France, puisque nous regardons bien ce qui se passe en France du fait du lien de langue et tout ça, vous avez vu aujourd'hui, on se demande, mais comment se fait-il que Macron ne parlait jamais d'environnement avant et aujourd'hui il ne parle que d'environnement et que le deuxième après son Premier ministre, c'est le fameux Hulot, mythique dans le domaine du combat pour l'écologie, etc. Je crois que nous, on a une chance, c'est tout ce qui nous reste.
Aujourd'hui, vous avez vu ce qu'on importe d'ici ou là. Si on ne prend pas les mesures de ce que nous avons entre les mains, c'est foutu, excusez-moi, excusez du terme. Et donc, ce littoral que nous avons là, 750 km, bon Dieu, 14 millions d'habitants, si on est pauvre, il faut nous battre avec des bâtons. Et ça, je crois qu'il faut qu'on y aille, nous, les élites, qui avons été formés. On est dans le privé, dans le public et tout ça, on a une responsabilité. Bon, avant que je n'aie à Antoine Faye, j'aimerais bien que vous reveniez un peu sur le fait que vous dites que le bradage de ces terres-là, justement, a un impact sur la croissance économique. Expliquez un peu, s'il vous plaît. Alors, c'est bougrement simple. La première des choses, d'abord, c'est relativement technique. D'ailleurs, on a été jusqu'à Harvard là-bas pour chercher les moyens de sciences économiques pour faire des propositions qui soient là pour que les gens disent il faut prendre ça au sérieux parce que voilà les écoles même économiques qui s'intéressent à ça. Et on me pose tellement la question qu'il a fallu trouver un peu un moyen de parler économie sans parler d'économie. Prenons le Maroc puisque nous sommes dans un environnement télévisuel, d'abord marocain ensuite. Vous connaissez le projet Safira. Le projet Safira, c'est 11 km, la corniche de Rabat. Financement 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars, Antoine Aminata, c'est la moitié du budget national sénégalais. 11 km, c'est, comment le dire encore, c'est l'aéroport de Dakar, l'ancien Léopold Sédar Senghor, les Mamelles. Donc, imaginez la moitié du budget national sénégalais déversé, mais on n'ose même pas faire ça, on ne peut même pas y penser, mais c'est l'économie qui décide. Il y a quelqu'un avec qui j'en parlais, un membre du gouvernement qui me disait, moi si j'avais autant d'argent, je le mettrais dans l'agriculture. Non, je dis, c'est le leveraging direct, hein. C'est le littoral qui sort son argent parce qu'il a la capacité de l'absorber. Donc ça, c'est un exemple. Je donnais également une réponse à un étudiant qui posait la même question. Je lui disais, mais vous avez un terrain qui vaut 1 milliard. Vous avez une maison de 100 millions dessus. Bien sûr que le 1 milliard peut financer la démolition des 100 millions, peut l'indemniser, peut financer le projet. Là, on est dans des domaines économiques. Et donc, maintenant, pour y arriver, là, le bradage actuel, vous savez qu'au Sénégal, le terrain de 1000 m², c'est 1 milliard. Amis, on vous donne un terrain de 1000 m², vous avez 1 milliard de francs CFA dans la poche. Et ça, c'est si vous ne savez pas bouger, parce qu'il est à 1,2 milliard aujourd'hui. Donc, si vous voyez ce coût-là, imaginez que tout ceci, le levier financier, foncier, littoral, soit orienté vers l'attractivité de la ville de Dakar. Dakar devrait être la ville de l'art, de la culture, de l'architecture en Afrique. C'était la politique, la capitale politique. C'est ça la dimension de Dakar. C'est ça le niveau de Dakar. C'est la capitale du parallélisme asymétrique, de Cheikh Anta, etc. C'est tout ça, c'est le terrain d'expression. C'est sur le littoral qu'on disait, c'est là le terrain d'expression de tout ça. Mais on refuserait du monde. On ferait plus de monde qu'à Marrakech. Mais aujourd'hui, c'est Ndiaga Ndiaye, Mandian, etc. Donc ce combat-là, c'est tout le monde qui doit le mener, mais sans langue de bois. Nous, quand on est devant le gouvernement, moi, je suis assez proche de plein de membres du gouvernement. Mon épouse a été dans le gouvernement comme ministre et tout ça. Mais nous sommes une force de proposition, c'est ce qu'on vient de leur dire. C'est même un bénéfice politique pour le président. On a demandé, obtenu, nous nous sommes battus pour que le président lui-même renonce à son terrain sur le domaine public maritime. 2000 m², 2 milliards. Bon, nous allons revenir sur ce point, surtout par rapport à votre lutte. Mais déjà, partagez-vous l'avis de Mokhtar Ba? Oui, je comprends bien, M. Ba, et je le félicite. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire toute cette démarche dans le hasard comme ça. Il faut des stratégies. Et je pense que Dakar, je peux en parler parce que j'ai été le Chief Residence Officer de cette ville pendant 3 ans avec la Fondation Rockefeller. On a un projet qui s'appelle Dakar Vie Résiliente où on a élaboré une stratégie qui projette Dakar dans un avenir où nous savons que non seulement il y a ces chocs physiques, la dégradation du littoral, qui est en partie causée aussi par l'érosion côtière, et cette érosion côtière étant un effet des changements climatiques, et aussi il y a ce qu'on appelle le stress. Le stress, c'est des choses que vous ne voyez pas
physiquement, mais qui sont là avec la ville vit avec. C'est l'encombrement des trottoirs, comme vous dites, c'est cette mobilité, cette difficulté de se mouvoir dans la ville qui est énorme. Donc, on part sur ce constat et on choisit des angles qu'on devrait attaquer. Mais le premier de ces angles, c'est de créer une citoyenneté urbaine. Vous savez quoi? Il y a un paradoxe. Plus vous allez rendre la ville attractive et plus vous allez drainer votre monde Pour le tourisme? Non, vous allez amener les gens, les ruraux, beaucoup plus vers les villes parce que c'est là où ces populations pensent qu'elles vont trouver une activité rémunératrice. Le problème, c'est de trouver le juste milieu. Et pour trouver ce juste milieu, il va falloir ne pas perdre sur l'éducation et la sensibilisation. Créer une citoyenneté. Il faut que les gens acceptent, qu'elles s'approprient, que je vis dans cet environnement et c'est à moi de le rendre vivable. C'est vrai que c'est à nous de le rendre vivable, si vous m'excusez, parce que voyons la configuration de Dakar même. Dakar même est menacé. Bon, avant d'entrer carrément dans les détails, je vais vous proposer un reportage signé Papa Cheikh Ndiaye Diouf. Tchaoulène, terre de pêcheurs, l'un des plus vieux quartiers de Rufisque, au département dans la périphérie de Dakar. Depuis plusieurs années, ces vagues ont avancé obstinément et englouti plusieurs dizaines de maisons. Le vieux Pape Biram Gaye vit ici depuis 1945. L'érosion côtière a effacé toute une manne de souvenirs de son royaume d'enfance. Je me rappelle encore mes journées à Tchaoulène. Je n'avais que 15 ans. Pour aller à la plage, je devais faire plus de 200 mètres à pied. Avec mes amis, nous organisions des matchs de foot, des séances de lutte. C'est dommage, la mer nous a tout pris, même nos plus beaux souvenirs. Ce regard, impuissant, ne fera pas sortir de terre la maison familiale du vieux dame. L'avancée de la mer ne lui a laissé aucune chance. Notre maison se trouvait là-bas, presque à 100 mètres de là où nous nous trouvons. Tout autour de notre concession, il y avait de la verdure, on y cultivait plusieurs variétés de légumes et il y avait même des manguiers. En 2007 déjà, la furie des vagues ne cessait de hanter le sommet de ses habitants de Tchaoulène. La moitié de ce cimetière avait été envahi par des crues nocturnes, des moments pleins d'horreur pour toute la ville. Le film de cette nuit de terreur nous est raconté par Binto Diagne. Ce jour-là, la maison était tellement inondée, l'eau nous arrivait aux genoux. Regardez, toutes ces parties étaient couvertes d'eau. Et pour sauver les plus petits, on était obligé de les amener chez des parents. C'était le cauchemar. Pour protéger les populations de la houle, une digue de 730 mètres de long a été érigée sur la côte. Elle a été financée à hauteur de 3,6 milliards par l'UEMOA, l'État du Sénégal, le Fonds d'adaptation au réchauffement climatique et le projet Intact. C'est avec le maire de Tchaoulène que nous découvrons ces blocs de pierre qui contribuent à lutter contre l'érosion côtière. Avant, les populations, non seulement la mer était derrière ici, on a reculé la mer de presque 40 mètres et ils ont gagné de l'espace où toutes les manifestations du quartier sont organisées au niveau de l'esplanade de la digue, mais aussi il y a une protection quand même qui est effective depuis l'érection de la digue parce qu'on ne sent pas l'avancée de la mer dans cette zone-là. Les vagues continuent de buter fort sur les pierres de la digue devant le regard innocent des enfants qui semblent s'inquiéter des lendemains que leur réserve Mère Nature et cette grande bleue. Merci Papa Cheikh Ndiaye Diouf pour ce reportage. Alors, vous l'avez vu, en dehors du bradage des terres sur le littoral, il y a un autre problème qui s'y ajoute, l'érosion côtière qui fatigue, on peut le dire, les Dakarois. Oui, et comme je vous l'ai dit, en élaborant la stratégie de la résilience de la ville de Dakar, nous avons eu à revisiter, analyser ce phénomène. Les changements climatiques ont bon dos, on attribue tout au changement climatique alors qu'il y a
d'énormes difficultés qui rentrent en jeu. Il ne faut pas oublier que Dakar, même en étant une presqu'île, au nord de Dakar, vers Yoff, pendant très longtemps, il y a eu ce qu'on appelle, ce n'était pas encore le bradage des terres, mais tous les bâtiments qui se sont construits à Dakar sont construits avec le sable qu'on prenait de la plage. Et ça, ce n'est pas le fait du changement climatique, ça, c'est le fait de l'homme. Donc, il y a cette cause, mais en plus, cette cause est amplifiée, évidemment, par le niveau de l'océan qui augmente. Ce niveau augmente, je ne suis pas scientifique, mais d'après ce que nous lisons, ce niveau augmente parce qu'il y a la fonte des glaciers du nord et du sud. Donc on ne peut pas tout mettre sur le dos du changement climatique, mais il y a ces effets-là. Le réchauffement climatique. Maintenant, le problème ici, on a bien vu sur le reportage qu'il y a une sorte d'adaptation. Et c'est une adaptation mécanique. On fait une digue, on met des pierres. On ne pourrait pas le faire sur 700 km. Et comme vous le dites, le Sénégal a 700 km de côtes. Malheureusement, c'est des côtes qui sont très basses. À part Popenguine et je ne sais pas, ici à Ouakam, toute la côte sénégalaise est très basse. Donc, elle est facilement dégradable. Avec cette digue, vous mettez cette digue, ça va laisser vos 300 ou 700 mètres, mais l'eau est très intelligente. Elle va créer beaucoup plus de dommages à Bargny. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire une stratégie. Et cette stratégie, il faut avoir du courage pour l'élaborer et pour l'expliquer aux populations. Il faut que les populations montent un peu plus haut pour qu'on ait le temps de refixer les dunes. Mais ça, est-ce qu'il y a un politique qui ose le faire? Il faut se le demander. Ça, c'est la bonne question qui se pose. Bon, malheureusement, nous sommes à 3 minutes de la fin de la première partie. Rapidement, vous revenez un peu sur la responsabilité de l'homme face à cette dégradation de la nature. L'homme, l'État. Moi, quand j'écoute Antoine, je suis également peiné. Il y a des intelligences, regardez-les. Où ils sont? Où sont les gens qui peuvent faire des choses? Enfin, on n'a pas le temps. On a le temps, mais comme il faut aller sur du punchline. Voilà, juste à l'essentiel. Voilà, sur une punchline, je vais prendre ce que j'ai entendu de l'ambassadeur de France, M. Bigot, dire dimanche passé. Vous voyez bien que Dakar est en voie d'asphyxie. Antoine, quelle est la réponse des Sénégalais? C'est de fermer les fenêtres de ventilation. C'est de construire partout et de bloquer l'effet Venturi, censé balayer la pollution, disperser les moustiques, rafraîchir les gens. Bon, voilà. Déjà, ça c'est une solution. Oui, ça c'est une solution, mais il y a beaucoup plus à faire. Dakar sacrifie parce que la qualité de l'air se dégrade. Elle peut être exogène, c'est-à-dire cette dégradation de la qualité de l'air peut venir de l'extérieur, par exemple des poussières qui viennent du Sahara, mais elle est beaucoup plus endogène, elle est ici à l'intérieur. Vous regardez le nombre de véhicules qui rentrent dans un petit rectangle entre Malick-Sy et l'ancien tribunal. Il y a au moins 300 000 véhicules qui rentrent dans Dakar tous les jours. Ce qui pollue énormément l'air ici au Sénégal. Évidemment, parce que tous ces véhicules-là, il n'y a aucun contrôle. Et on ne peut pas, il n'y a rien qu'on a établi pour regarder qu'est-ce que ces véhicules-là sont en train de dégager. Bon, sur cela, faudrait qu'on interpelle carrément les autorités. Parce que, bon, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité ou pas, mais actuellement, la qualité de l'air ici à Dakar est à l'orange. Et il nous manque de peu pour que nous virions au rouge. Bon, cela nous interpelle parce que là, actuellement, on a besoin de nos arbres pour absorber ce que nous ne pouvons pas respirer. Et malheureusement, ces arbres sont en train d'être coupés. Dans la deuxième partie, nous allons y revenir. Nous sommes dans la seconde partie du débrief. Si vous nous rejoignez à l'instant, un grand merci à Mokhtar Ba et à Antoine Faye pour la première partie. Et là maintenant, Mohamedou Baldé et Adam Tidjani me rejoignent sur le plateau. Bon, je vais leur laisser le soin de se présenter eux-mêmes. Bonjour tout le monde, je suis Mohamedou Baldé,
président de l'Observatoire des valeurs sociétales et éthiques des organisations, qui est une association membre de la société civile sénégalaise avec une visée clairement africaine. Nous travaillons sur un certain nombre de questions relatives au développement durable et au respect de l'environnement, mais également sur les énergies renouvelables, la responsabilité sociétale des entreprises et là-dedans tout ce qui touche à l'économie circulaire, notamment à la gestion des déchets. J'édite également depuis peu un journal en ligne qui porte sur les mêmes questions, développement durable et environnement, à l'échelle africaine, qui s'appelle viveafrique.com. Donc nous sommes à mi-cheval entre une expertise que nous déployons envers les entreprises, mais également une information que nous relayons en temps réel par rapport à tout ce qui se passe dans ces domaines-là en Afrique. En tout cas, bienvenue sur Médian TV Afrique. Merci à vous. Voilà. Et Adam Stidiani? Bonjour. D'abord, je vous remercie de cette invitation et j'en profite pour vous souhaiter les meilleurs vœux. Merci. En cette nouvelle année, ainsi que les auditeurs qui nous écoutent chez eux. Donc, je suis professeur à l'Université de Dakar et en même temps, je viens de créer tout récemment un institut des métiers de l'environnement et de la métrologie. Également, j'édite depuis 2007 un magazine sur l'environnement, un bimestriel, et en même temps, j'ai également une association, ALP, Association de lutte pour la préservation de l'environnement. En tout cas, que des invités de valeur pour la première et la seconde partie, bien évidemment. Le Sénégal perd chaque année 40 000 hectares de forêt selon la FAO. Les trafics liés aux ressources naturelles constituent le 4e marché criminel mondial, surpassant même en termes de revenus générés le trafic illégal d'armes légères à travers le monde. Qu'en pensez-vous? À commencer par Tidjani. Bon... D'abord, ce chiffre donné par la FAO. Mais bien sûr, c'est un chiffre qui est très important. D'autant plus que, bon, quand on regarde un peu la perte de biodiversité due à cette disparition, je dirais, des arbres, c'est quand même scandaleux. Aujourd'hui, tout le monde sait que quand on regarde le dernier rapport de WWF, on a perdu pratiquement 40% du PIB par la seule perte justement de la biodiversité, justement à cette destruction des forêts, etc. Donc je pense que c'est une question qui est très importante et je pense qu'il faudra l'adresser le plus rapidement possible. Et ce n'est pas la nature, hein? L'homme est toujours au cœur de ces désastres. Oui et non. C'est vrai que l'homme est au cœur de ces désastres. En majeure partie. Mais justement, je pense que M. Baldé pourra mieux répondre que moi par rapport justement à la dimension économique de cette utilisation. Parce que, quoi qu'on puisse dire, c'est que de tout temps, l'homme a toujours puisé dans les ressources naturelles, qu'elles soient minières, qu'elles soient agricoles, pour vivre. Aujourd'hui, on dit à l'homme, écoutez, vous ne pouvez plus puiser dans ces ressources ou vous devez le faire de manière rationnelle. C'est là où ça se pose. Le problème, c'est qu'on leur empêche de faire quelque chose, comme je le dis toujours, mais il n'y a pas d'alternative. Et c'est là, justement, où l'homme pêche. Et notamment, le gros problème, c'est dans les pays du tiers-monde. Parce que la dimension environnementale n'est toujours pas bien comprise dans nos pays, alors que dans les pays du Nord, elle est bien comprise, puisque les gens là-bas, ils commencent à sensibiliser les enfants depuis le bas âge. Et c'est ce que nous ne faisons pas ici. Et ça, justement, ça pose des problèmes d'approche de la préservation de l'environnement dans nos pays. Alors que les enfants sont les meilleurs porteurs de voix, déjà, les impacts socio-économiques et sécuritaires liés au trafic de bois sont aussi préoccupants. Et la spoliation aussi des ressources des réseaux de trafic illégal constitue une menace pour la survie plutôt économique de la sous-région. Tout à fait. Et je rebondis un peu par rapport à ce que le professeur disait. Et je pense que d'ailleurs l'évaluation que la FAO a faite n'est pas, à mon avis, exhaustive parce qu'une forêt décimée, comment mesure-t-on réellement sa valeur? Lorsque l'on perd la forêt, comment est-ce qu'on est en mesure de dire qu'on a perdu temps? On compte le nombre de troncs qui a été coupé et on essaie de valoriser cela et toutes les autres essences ou huiles essentielles qui sont autour de tout ça. Comment est-ce qu'on évalue réellement cela? Donc, à mon avis, on ne mesure pas les pertes,
lorsque nous sommes en train aujourd'hui de massacrer, excusez-moi hein, du mot, mais c'est vraiment ce qui est en train d'être opéré sur le théâtre de nos forêts. En 2015, on évaluait les forêts sénégalaises, si je ne me trompe pas, à 13 millions d'hectares et à un rythme d'effacement, c'est-à-dire de coupe de bois, de l'ordre de 400 hectares par an, ce qui est énorme. C'est énorme. Et les besoins que les populations autochtones puisaient dans les forêts de façon naturelle pour leur vie ne sont pas du tout aujourd'hui au même niveau que ce qui est en train d'être opéré sur le théâtre de la coupe de bois. Il y a des entreprises venues d'ailleurs, des entreprises étrangères qui incitent énormément, c'est-à-dire qui payent des coupeurs de bois, et ce bois, il est illégalement exporté vers l'extérieur. C'est-à-dire que ça dépasse ce que les autochtones prélevaient juste dans la forêt, qui était pour la plupart du bois de chauffe, ou bien juste pour aller cueillir un certain nombre de fruits qui peuvent être même en eux-mêmes interdits à l'export. Donc, à mon avis, le chiffre, il est pas forcément celui qui devrait être. C'est vraiment de l'estimation, tout juste, et que donc il faudrait le reconsidérer pour que les gens mesurent réellement l'importance d'une forêt. Parce qu'une forêt, c'est toute une vie. Il y a un certain nombre d'animaux qui appartiennent au monde de la faune qui, sans forêt, n'existeraient plus et qui ont aussi leur rôle à jouer pour que l'être humain puisse continuer à vivre longtemps sur Terre. Donc c'est important de reconsidérer tous ces rapports-là. Bon. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, c'est que cette coupe, justement, est allée plus loin. Elle est dans le sens d'armer complètement des gens pour aller exercer ce métier. Et donc, il y a tout un trafic d'armes qui rentre dans le sillage de cette entreprise totalement illégale que d'aucuns considèrent même comme étant une entreprise mafieuse. Et donc, il faut prendre des mesures, mais sévères, pour arrêter ce phénomène-là. Pourtant, il y a une convention cadre des Nations Unies que même le Sénégal a ratifiée. Et bon, c'est vrai que les responsabilités sont partagées. D'une part, ce sont les autorités qui délivrent ces permis-là pour couper ces arbres, et d'une autre part aussi, il y a les populations aussi qui ne sont pas assez sensibilisées sur les faits. Les choses sont partagées. Quel impact sur l'économie? Tout à fait. Les responsabilités, elles sont partagées. L'État délivre des permis et en même temps, de l'autre côté, vous dit que le Sénégal ne devrait plus exporter du bois. Alors, si vous délivrez des permis qui dépassent le strict nécessaire des Sénégalais en termes d'utilisation de cette ressource qui est aussi une énergie, puisque nous ne sommes pas un pays riche, il faut le dire, il faut oser le dire. Il y a un besoin en énergie qui parfois il faut aller prélever dans la forêt, mais tant que c'est pour répondre aux stricts besoins des Sénégalais, à mon avis, on ne perdrait pas des forêts à cette vitesse-là, à ce rythme-là. Donc il faudrait que ce soit recadré, que le dialogue qu'il soit franc, que l'État prenne des prédispositions, et c'est pour cela que d'aucuns pensent que c'est carrément de la mafia. Est-ce que dans l'État, je mesure, je pèse mes mots, est-ce que dans l'État, il n'y a pas des gens qui sont en train aujourd'hui de participer à cette mafia, à cette razzia qui est en train de décimer les forêts sénégalaises? De l'autre côté, comme il l'a dit le professeur, lorsque vous dites à quelqu'un qui vit de la coupe de bois, arrêtez de couper le bois, et qu'il n'y a pas une alternative sérieuse à côté, c'est-à-dire que l'aspect développement durable, c'est aussi cela. Vous allez chez une population, vous voyez qu'ils coupent du bois, vous leur dites que, attention, cette forêt, elle est pour vous, je crée pour vous une activité alternative, et demain, je vous assure que c'est cette population qui ira protéger la forêt, non pas forcément en allant tuer qui que ce soit, en passant, mais je veux dire que la population ressentira ce besoin parce que la forêt, elle sert. Allez-y en Amazonie, regardez comment l'Indien autochtone, il se bat aujourd'hui pour sa forêt. Il suffit qu'ils entendent qu'il y a un barrage en prévision quelque part, mais ils s'élèvent, ils ont une communauté, ils essayent de tout faire parce qu'ils ont compris que la forêt, c'est leur vie. Est-ce que chez nous, on est arrivé à cela? Il y a une éducation environnementale quelque part qui est ratée, et ce, depuis très longtemps, on est en train de nous transformer en une société qui consomme des biens finalement qu'elle ne produit pas. Et donc, il faut aller chercher l'argent. Adam Sidiani, avoir tout cela, il nous faut une bonne politique de la gestion de nos ressources forestières.
moi, enfin, de notre côté, nous œuvrons pour trouver des solutions. Comme je l'ai dit à l'entame, quand on interdit à quelqu'un de faire quelque chose, il faut lui proposer une alternative. Si je reviens sur la coupe de bois, en fait, la disparition de nos forêts, elle a deux origines principales. C'est pour le bois de chauffe ou pour le trafic du bois. Je pèse mes mots, c'est bien un trafic du bois. Par rapport au bois de chauffe, nous, c'est ce que nous avons fait dans un village. Nous avons installé dans un village vers Bambey des biodigesteurs. Aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avions construit des latrines parce que c'était une population qui allait déféquer dans la nature. On leur a construit 150 latrines que nous avons couplées avec des biodigesteurs. Ça veut dire que les excréments, l'urine, va dans le biodigesteur. On ajoute de la bouse de vache. On a un phénomène de méthanisation. Il y a le méthane qui se forme et le méthane, c'est la même chose que ce que vous trouvez dans vos bonbons de gaz. Aujourd'hui, dans ce village, les femmes font la cuisine avec du gaz qui vient de ce biodigesteur. Cerise sur le gâteau, vous récupérez le digesteur qui aujourd'hui est le meilleur engrais pour faire l'agriculture. Vous n'utilisez pas de pesticides, vous n'utilisez rien. La production agricole, la première année, on est passé de 800 kg à 3 tonnes. Donc aujourd'hui, ces femmes, en termes de coupe de bois, elles ne font plus. Elles me disent, professeur, moi maintenant, je n'ai plus de problème. Je me réveille à 10h, à 11h midi, mon repas est prêt. Alors qu'avant, c'était 6h du matin, je marchais des kilomètres pour chercher du bois de chauffe pour revenir. Donc, en termes de pénibilité au travail, ça, c'est réduit. Les femmes n'agressent plus l'environnement. Elles ont le temps pour faire d'autres activités génératrices de revenus. Donc, ça, c'est le premier aspect. Donc, par rapport au bois de chauffe, on peut trouver une solution pour éviter cette coupe. Maintenant, par rapport au trafic. Le trafic, moi, je dis toujours, il y a quand même une certaine complicité du monde. Je m'explique. Je ne sais pas si vous connaissez les accords de Kimberley. Kimberley, ce sont des accords qui avaient été mis en place pour que le diamant qui se retrouve sur le marché soit un diamant qui soit bien traqué. Parce qu'à l'époque, avec le trafic de diamants, c'est ce trafic de diamants que ceux qui faisaient la guerre utilisaient pour le vendre, pour acheter des armes. Donc, il y avait un fond de rébellion à l'intérieur, comme en Casamance. Aujourd'hui, j'ai dit aux gens, il faut se battre pour que la traçabilité qui existe pour le diamant existe pour le bois. Cela veut dire quoi? Même si on coupe du bois, étant donné qu'on n'aura pas de traçabilité, on ne pourra pas le vendre sur le marché international. Puisque les règles seront bien éditées, on vous dira, ce bois que vous voulez nous vendre, vous l'avez pris où? Et à ce moment, on pourra remonter la piste. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, au niveau des eaux et forêts, il y en a qui en font un trafic. Mais vous voyez que si, aujourd'hui, j'impose que le bois ait une certaine traçabilité, les permis qui seront délivrés en amont ne serviront plus à rien. Parce que vous allez couper des arbres, vous aurez des troncs, vous ne pourrez pas les vendre. Parce que les troncs que vous voulez vendre n'auront pas un permis de couper légal et vous permettre de les vendre au niveau international. Et ce n'est que de cette manière qu'on peut arrêter. Parce qu'aujourd'hui, ce trafic de bois, il faut le dire, il y a un fond quand même de rébellion avec le MFDC. Ça, il faut le dire, c'est une réalité aujourd'hui. Et moi, à l'époque, je me rappelle, j'avais fait une conférence là-dessus par rapport à la sécurité. C'est là où on montre où la mauvaise gestion de l'environnement peut entraîner des conflits territoriaux, des conflits entre pays. Et ça, c'est extrêmement important. Ça n'a l'air de rien, mais aujourd'hui, ce problème du bois, on voit aujourd'hui que l'armée veut pénétrer dans la Guinée-Bissau. Ça peut amener des problèmes frontaliers, des tensions entre les pays. Donc aujourd'hui, il est bon quand même que l'État adresse cette question. Mais ça aussi, comme je dis, ces trafiquants, offrons-leur une alternative. Nous, aujourd'hui, je ne vous cache pas qu'on travaille en recherche comment fabriquer du biocharbon en utilisant la nanotechnologie. Parce qu'aujourd'hui, on veut fabriquer du biocharbon avec des résidus agricoles. Vous comprenez que si on réussit cela, tous ceux qui sont dans le trafic du bois, on pourra les réintégrer dans une filière qui sera normale. C'est ça. Il faut essayer de trouver des solutions. Non pas se plaindre, mais essayons ensemble de trouver des solutions, mais avec les principaux acteurs, ceux qui coupent du bois, ceux qui surveillent les forêts. Et j'aimerais terminer sur une chose. Normalement, aujourd'hui, avec la nouvelle constitution, on parle de permis de couper. Ce n'est plus à l'État
de gérer nos forêts. Ce sont aux populations de gérer les forêts, puisqu'aujourd'hui, on a dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple, appartiennent aux populations. Donc, normalement, avec une gestion, je dirais, bien intégrée de nos forêts, cette délivrance de permis de couper du bois devrait cesser, puisque ce devraient être les collectivités locales qui devraient délivrer ces permis et non pas l'unité centrale des eaux et forêts qui devrait le faire. Partagez-vous son avis? Je partage son avis et là, à ce propos, il y a encore un conflit des textes. C'est-à-dire que le ministère de l'Environnement vous dira que c'est sur son ressort, hein, donc via, comment s'appelle, les agents des eaux et forêts, c'est-à-dire le département eaux et forêts. Et de l'autre côté, on a l'acte 3 de la décentralisation, je pense que vous parliez de ce texte-là, qui donne des prérogatives aux collectivités par rapport à la gestion des ressources inhérentes à leur territoire. Et donc là, il y a un conflit, ce qui fait que qui fait quoi, quand, c'est compliqué. Donc il faudrait clairement un ratissage et puis également essayer de voir comment remixer les textes pour que ce soit robuste. C'est la responsabilité non seulement du gouvernement, hein, oui, du gouvernement, pour la mise en place de bonnes réformes pour cela. Tout à fait. Bon, actuellement, on parle de séquestration du CO2 à travers, dans le monde. Hein. Quelles sont les chances du Sénégal par rapport à tout ça? Alors, les chances, déjà, la séquestration carbone, c'est quoi? La séquestration carbone, c'est par rapport au fait que le CO2, il est absorbé par les arbres. Donc, l'amas que vous voyez qui constitue ce bois, on dit que c'est constitué principalement de CO2. Donc, avec aujourd'hui l'activité de l'homme, depuis notamment la révolution industrielle, peut-être avant, mais plus pendant la révolution industrielle, il y a eu pas mal d'émissions de CO2 pour répondre à une demande de consommation toujours plus croissante. Et donc, on a produit un peu n'importe comment, en polluant beaucoup. Et donc, cette pollution, en grande partie, et après absorbé par les arbres. Donc si on n'a pas d'arbres, si on n'a pas de forêt, on ne peut pas parler de séquestration carbone. Ça c'est un. Bon, on pourrait reparler de ça, mais au Sénégal, tantôt je le disais, hein, au rythme de 400 hectares perdus par an, c'est difficile. Hein. Donc, on diminue nos chances carrément. On réduit nos chances à néant. C'est-à-dire que d'ici quelques années, nos forêts ne seront plus en mesure d'absorber les quantités de CO2 que nous émettons. Bon, après, tout ceci est rediscutable. Est-ce qu'on a émis encore autant? L'Afrique entièrement considérée, c'est 4% des émissions mondiales. Vous voyez, donc encore là, c'est un débat, c'est assez compliqué de rentrer dedans. Mais peu importe, c'est qu'on devrait quand même limiter le phénomène de la coupe abusive de bois et voir comment régénérer les hectares de forêt qui sont perdus. C'est tout à fait possible. Et c'est beaucoup de travail. Et c'est du travail notamment pour ces gens qui sont en train de couper le bois. Il suffit que l'État en ait la volonté, il suffit que l'État mesure l'importance des forêts et avoir réellement la volonté de reverdir le Sénégal. Il y a quelques années, je n'étais peut-être pas né, aux environs de Dakar, il y avait une forêt qui était peut-être semblable à celle qui existe encore en Casamance. Hein, dans les années 50, si je ne me trompe pas, vers Sangalkam, c'était quasi aussi dense que vers Médina Yoro Foulah, quelque part dans Kolda. Donc, ce qui veut dire que on assiste à ce qui se passe à Médina Yoro Foulah, ça se passait il y a 50 ans ici. Si ça continue, on va en Guinée-Bissau, ça veut dire qu'on ne peut plus compter sur les ressources forestières. Donc, c'est un phénomène à arrêter, même si, bon, pour ce qui est de la séquestration carbone, moi, j'y crois faiblement. C'est quand même quelque chose qu'il faut aller titiller, mais j'y crois faiblement, vu aujourd'hui l'état de nos émissions et d'ailleurs nos engagements parfois à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques visant à baisser nos émissions, c'est bien, mais c'est un peu déphasé par rapport aux ambitions de nos pays qui veulent émerger. Or, on le sait, l'émergence, c'est énergivore. Et quel est le pourcentage d'énergie propre qu'on compte mettre pour relever ces défis dits d'émergence? Je crois très peu à tout ça. Tout ça est enfin très contradictoire. Bon, en tout cas, c'est des choses à ne pas prendre à la légère. Bon, à côté de cela, il y a la mangrove aussi, hein, qui est aussi menacée par la déforestation. Le parc national du Delta du Saloum, classé au patrimoine de l'UNESCO, l'un des écosystèmes les plus riches au monde et l'un des réservoirs de l'Afrique, hein, des plus riches en Afrique, est véritablement actuellement en danger aussi. En fait, je vais revenir sur la séquestration carbone. Aujourd'hui, c'est vrai. Oui, mais c'est important parce que le fait de couper des arbres aujourd'hui,
Si on était dans une bonne organisation, ça aurait pu servir. Je m'explique. Quand un arbre arrive à maturité, il ne séquestre plus de carbone. Cela veut dire que si on avait organisé la coupe des arbres, non seulement on aurait pu vendre des troncs d'arbres, mais en plus, on aurait pu utiliser cet arbre pour faire des sacs en papier. Et à ce moment, remplacer les sachets en plastique. Ça, c'est extrêmement important. Mais ça, il faut une organisation, il faut une forêt qui soit organisée. Et ça, c'est l'État et les populations qui peuvent le faire ensemble. Vous parlez des mangroves. Aujourd'hui, on est étonné. Tout le monde sait que, on appelle, la COP23 l'a montré, le carbone bleu. Tout le monde sait que les mangroves ont un pouvoir d'absorption, de séquestration de carbone 5 fois plus élevé que les forêts. Nous avons les mangroves qui sont détruites. Qu'est-ce que le Sénégal a fait? Est-ce qu'il a mis sur la table des projets de régénération de nos mangroves qui nous permettent demain, dans le cadre de mécanismes de développement propre, de faire rentrer dans ce pays beaucoup d'argent? C'est-à-dire qu'on a un potentiel extraordinaire et on dort là-dessus. Et c'est dommage. Mais il faut aujourd'hui organiser toute cette gestion. Et cette gestion ne peut pas être l'affaire uniquement de l'État, c'est l'affaire de tous, de vous et moi, de Baldé, etc. Il n'y a pas de souci. À ce moment, je pense que tout le monde est prêt à défendre le pays. La séquestration de carbone peut nous rapporter énormément d'argent. Énormément d'argent. Et je pense qu'il faut travailler là-dessus pour faire des projets d'envergure qui puissent permettre justement, dans le cas du MDP ou de la vente du carbone volontaire, faire rentrer beaucoup d'argent et financer nos projets. Bon, avec l'argumentaire déjà de Tidjani, bon, la question qui se pose, c'est de savoir si l'homme se préoccupe réellement de son environnement. Alors, au Sénégal encore, on n'est pas à ce stade-là. L'environnement, pour ce qui est de son respect, c'est-à-dire lorsque l'on réfléchit en termes de non-pollution, la plupart des États développés, sauf quelques-uns, il y a toujours des exceptions, ont commencé à intégrer des politiques dites de respect de l'environnement et on bascule de plus en plus vers un environnement plus sain à partir d'un certain niveau de leur PIB par tête. Ce qui veut dire que tout le monde au début a pollué peut-être peu et puis c'est parti jusqu'à un niveau à partir d'un moment où on se dit c'est pas possible, on ne peut pas vivre comme ça. Il faudrait essayer de changer les politiques. Quand vous vivez dans des pays plus au nord, il y a des pics de pollution qui font réfléchir. Et de plus en plus, on pense à la façon de taxer. On se dit, bah, finalement, ce n'est pas la solution, puisque les gens qui ont les moyens pourront toujours payer. Comment est-ce qu'il faut faire? Quel type d'incitation il faut créer pour reverdir les villes, ainsi de suite. D'aucuns réfléchissent, comme en France, le Grenelle environnement a produit ses effets, ailleurs, ainsi de suite. Hein. Donc, il y a, par exemple, les collectivités qui suivent l'agenda 21, enfin, tout un tas de mécanismes qui font que l'homme est complètement intégré dans cette démarche et les populations également y adhèrent encore aujourd'hui au Sénégal. Moi, je me dis, sur ce type de politique-là, on est long, il reste à faire enfin tout. On repart de zéro et puis on refait tout. Hein. On insiste sur l'éducation environnementale déjà et puis après on essaie de voir comment intégrer ça et au fil de l'eau, peut-être qu'avec les générations à venir, si vraiment on s'y prend aujourd'hui, c'est possible. C'est possible. Et l'environnement, où tout ce qui est naturel, c'est un peu ça son propre. C'est que quand vous faites de l'espace, ben, ça revient. C'est naturel, ça revient petit à petit. Donc, ce n'est pas tant que ça alarmant, mais encore faudrait-il que l'on décide carrément d'y travailler aujourd'hui, maintenant, avec les générations à venir. Mais je reviens juste sur la séquestration carbone par rapport aux mangroves et les questions liées à ce financement. Alors, très rapidement, vous savez, prenons le Fonds vert climat. L'Afrique reçoit combien du Fonds vert climat? Moins de 4 milliards. Le Sénégal a une institution, le Centre de suivi écologique qui est agréé Fonds vert mondial. Ils ont reçu, je pense, 80 millions pour une large part venant d'un partenaire technique et financier du Sénégal, l'AFD. Mais il y a beaucoup de pays qui ont vu leurs projets refoulés parce que les projets n'étaient pas consistants, ils n'étaient pas faits dans les normes Fonds vert. On n'arrive pas à soumettre une masse critique de projets qui soient finançables. Or, comme il l'a dit, on peut faire financer beaucoup d'activités qui pourraient être justement le travail de ces coupeurs de bois. Mais encore, est-ce qu'on a l'expertise, on a cette quantité vraiment critique de personnes qui sont en mesure de mettre sur la table des projets qui soient cohérents et finançables par un certain nombre de bailleurs de fonds qui ont promis. Hein. On a promis 100 milliards de dollars pour ce fonds, il en est à peut-être 10 ou 15 au grand maximum. Mais même les 4 qui sont alloués à l'Afrique, il y a très peu de pays qui arrivent à soumettre et à décrocher quoi que ce soit. Pour tout le reste, c'est zéro. Bon, en tout cas, il faudrait bien s'organiser et trouver... Juste un mot, c'est par rapport... Rapidement, il nous reste 30 secondes. Par rapport au Fonds vert, oui. Moi je dis une chose, excusez-moi du terme, mais on ne respecte pas l'Afrique.
On est bien d'accord. Pour lutter contre le réchauffement climatique, l'Europe, dans son dernier rapport, a dit qu'il leur faut 10 000 milliards d'euros par année. L'Afrique, pour mobiliser 100 milliards par année, ça pose problème. Je pense que, comme je l'ai dit, tant que nous ne créerons pas une organisation internationale qui s'occupera de fonds verts, des gens comme Donald Trump, ils feront n'importe quoi et on subira ce diktat. Il faut que l'Afrique se fasse respecter. Ça, c'est extrêmement important et il est temps de porter notre voix haut et fort pour que l'Afrique se fasse respecter. En tout cas, ça c'est un bon mot pour la fin. Il faut que l'Afrique se fasse respecter et ce respect-là doit être imposé par nos autorités. Et surtout par rapport à l'environnement, pour cette sauvegarde-là, il faudra que ça passe aussi par les futures générations, intégrer l'éducation environnementale dès le bas âge pour que les enfants à l'âge adulte puissent prendre soin de leur environnement. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je remercie mes invités qui ont été de qualité avec des idées très pertinentes. Un grand merci aussi à la partie technique et à mon chef d'édition. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur Médian TV Afrique pour le débrief.